Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. J'aborde aujourd'hui une thématique qui m'est chère, à savoir le scénario d'enquête. Plus précisément, le one-shot d'enquête, c'est-à-dire en dehors de toute campagne. En jeu de rôle, le scénario d'enquête, c'est une bête particulière, parce que de nombreux maîtres du jeu s'y cassent les dents en tombant dans certains pièges qui sont bien spécifiques à ce type de scénario. J'ai même parlé à de nombreux maîtres du jeu qui me disent clairement qu'ils évitent les scénarios d'enquête comme la peste parce qu'ils ont peur de se planter. Alors je sais, certains de ceux qui m'écoutent n'aiment pas quand je pointe du doigt ce que je considère être des erreurs, comme j'en ai eu vent après ma vidéo sur les 4 erreurs de l'Apocalypse. Cela ferait de moi quelqu'un qui se considère au-dessus de ceux à qui il s'adresse et qui prétend vous dire comment faire les choses. Alors, comme par les temps qui courent, bienveillance rime avec édulcoration à outrance et extrême relativisme, je sais que je ne pourrai jamais prendre une posture assumée sans que certains y voient une mauvaise intention. Mais pour les autres, je souhaite éviter tout malentendu. Laissez-moi donc clarifier les choses rapidement avant de plonger dans ce sujet passionnant que sont les scénarios d'enquête. À travers mes vidéos, je ne fais que partager une vision des choses dont j'assume parfaitement qu'elle n'est que la mienne. Et ce faisant, j'espère aider des maîtres du jeu en difficulté en leur proposant des solutions et permettre à des MJ plus confirmés d'étoffer leur répertoire en s'appropriant certaines de mes idées directement ou en les remodelant. Plus qu'à proposer des modes d'emploi, je cherche à inspirer des pistes de réflexion qui, je l'espère, vont mener à ce que mon auditoire considère comme un progrès dans sa propre pratique. Quand je regarde des vidéos de jeux de rôle ou que je parle à des gens de la communauté rôliste, c'est exactement ce que je cherche à faire pour moi-même, dans le but d'améliorer mon expérience en tant que maître du jeu, en fonction de ce que je lis, de ce que j'entends et du fruit de mes discussions avec les différentes personnes. Et lorsque j'écoute un youtubeur prodiguer ses conseils, je n'éprouve pas la sensation systématique qu'il se prend pour une divinité du JDR. J'écoute simplement quelqu'un qui partage sa vision. Alors oui, sur cette chaîne, Lestat JDR, je partage ma vision et je prends parti. Je ne préface pas chaque argument par une clause de non-responsabilité pour préciser que cet argument n'engage que moi, dans le but d'adoucir le contenu de cet argument. Je souligne ce qui, au regard de ma vision, constitue des erreurs, sur lesquelles je m'appuie ensuite pour proposer ce que ma vision des choses implique comme solution. Et je soumets le tout à vos oreilles, vous laissant le soin d'en faire usage comme bon vous semble. Et c'est donc ce que j'entends faire aujourd'hui en ce qui concerne la création des scénarios d'enquête. Dans un premier temps, je vais aborder justement des erreurs communes commises dans l'élaboration de ces scénarios en développant en quoi elles peuvent constituer des problèmes. J'en tirerai des conclusions sur ce qui fait d'un scénario d'enquête un succès et surtout, je vous proposerai une méthode de construction de scénario d'enquête ou plutôt un cadre pour penser le scénario d'enquête en vous parlant des principaux constituants de ce type de scénario, à savoir ce que j'appelle le noyau, la structure, les phases et les indices. Alors sans plus attendre, abordons les pièges à éviter dans un scénario d'enquête et les bonnes pratiques qui découlent de ces constats. Le premier piège, ou en tout cas le premier défaut que je peux trouver fréquemment dans ce type de scénario, c'est lorsque l'enquête ne sert à rien. C'est quand même un comble dans un scénario d'enquête. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur les 4 erreurs de l'Apocalypse. Encore une fois, je vous invite à la regarder. Je ne peux pas faire l'impasse sur ce sujet, même si j'en ai déjà parlé. D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un scénario d'enquête ? J'aurais tendance à dire que c'est un scénario au cours duquel une part notable du temps de jeu sera dédiée à la découverte d'indices qui permettront aux joueurs de progresser activement vers la résolution d'un mystère. En d'autres termes, une enquête qui ne sert à rien, c'est une enquête dans laquelle les découvertes des joueurs ne sont pas ce qui fait avancer l'histoire. C'est le MJ qui déclenche tout par des événements. Et je vous assure que ça, je l'ai vu dans beaucoup de scénarios auxquels j'ai participé en tant que joueur. Vraiment, c'est quelque chose de récurrent, ce n'est pas anecdotique. Je pense qu'une part des MJ qui se livrent à l'enquête qui ne sert à rien ont recours à ce masque parce qu'ils n'ont pas réellement construit leur scénario de sorte que les joueurs puissent vraiment eux-mêmes avancer. Et donc, ils vont proposer tout un tas d'interactions inutiles. Quand je dis inutiles, c'est qu'ils ne vont pas servir l'enquête. Alors, certains vont me dire que mais le roleplay c'est utile, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Mais
Le problème, c'est que ce n'est pas présenté comme tel par le MJ qui laisse entendre que ça fait partie d'une enquête qui va exister. Il le laisse entendre aux joueurs. Or, souvent, toutes ces interactions, souvent sont des interactions sociales, vont pousser les joueurs à interroger des gens, à s'intéresser à l'univers, et c'est très bien pendant quelques minutes, hein, d'ailleurs pendant une ambiance, mais lorsqu'ils le font pendant une heure et demie, pensant qu'ils ont commencé l'enquête, alors qu'en réalité, ils ne vont rien découvrir qui vont leur permettre d'avancer, c'est le MJ qui fera avancer en déclenchant quelque chose à un moment, ça c'est quand même frustrant, et on ne peut pas dire que c'est un scénario d'enquête lorsque cela se produit. Donc, il faut absolument l'éviter. Les découvertes des joueurs doivent absolument leur permettre de faire avancer l'histoire eux-mêmes, en résolvant un mystère ou en progressant grâce aux informations collectées. La progression doit se faire à l'initiative des joueurs, en réalité, parce qu'ils sont maintenant capables d'avancer de par ce qu'ils ont découvert. Si ce qu'ils ont découvert ne sert à rien dans le jeu, alors toute cette phase d'enquête n'en était pas une et nous ne sommes pas dans un scénario d'enquête. Ensuite, un autre piège que l'on peut trouver, c'est le MJ qui prépare le déroulement narratif de l'enquête plutôt qu'un ensemble d'indices liés entre eux. Il prépare, je le répète, un déroulement narratif. En gros, il planifie ce qui va se passer en termes d'histoire dans son scénario d'enquête. En gros, il va raconter lorsqu'il prépare, j'entends, il raconte, je cite, j'ouvre les guillemets, ce qui va se passer. On le voit dans des scénarios qui ont été écrits par des amateurs ou même dans le commerce, ce genre de formule, les PJ découvrent que, alors il se passera cela lorsqu'ils entreront à tel endroit, et si les PJ font ça, alors, etc. Et tout ça comme ça, et vous avez beaucoup de mots, c'est très... c'est de la prose presque, le scénario d'enquête. J'ai rien contre la prose d'ailleurs, hein, mais souvent on est vraiment dans une écriture d'ailleurs au futur qui indique ce qui va se passer. Pour décrire une enquête, finalement, qui ne s'est pas encore produite à la table. Et ça se passe souvent lorsque le maître du jeu a déjà une histoire en tête et qu'il souhaite que les découvertes des joueurs soient synchronisées avec les événements qu'il a prévus. Alors autant c'est très bien de prévoir des événements qui peuvent se produire en parallèle de l'enquête, j'y reviendrai d'ailleurs en fin de démonstration, hein, c'est une très bonne chose, autant c'est à mon sens une erreur que de vouloir les synchroniser avec l'avancement de l'enquête, parce que ça va pousser au dirigisme. Ça risque de provoquer finalement la première erreur du MJ dont on a parlé, qui en réalité donne les indices quand ça l'arrange. J'ai souvent été dans un scénario d'enquête, souvent toute proportion gardée, mais je l'ai régulièrement vu, un scénario d'enquête dans lequel on a le sentiment que même si on ne fait rien, l'enquête va avancer toute seule, parce que toute la progression est entre les mains du MJ. Je vous donne un exemple. J'ai lu très récemment dans un scénario qui a été écrit, hein, je ne le citerai pas, dans lequel il y a un PNJ qui laisse tomber un carnet. Et donc ce carnet constitue un indice. Mais il est clairement stipulé que les joueurs ne peuvent pas trouver ce carnet avant un moment précis, avant une phase précise de ce scénario, alors même que cela défie toute cohérence parce que le carnet, dès le début, est au même endroit, et cet endroit est totalement accessible aux joueurs dès le début du scénario. Donc vous voyez, c'est une sorte de blocage incohérent qui montre qu'il y a une volonté de synchroniser certaines découvertes avec la progression d'événements qui sont générés par le MJ. Donc c'est très bien qu'il y ait à la fois les découvertes des joueurs et leurs actions d'un côté donc, et de l'autre des événements générés par le MJ, c'est vraiment très bien, mais il ne faut pas forcer la synchronisation parce que là on tombera dans du dirigisme et dans une histoire finalement prédéterminée. Or, comme je l'expliquerai plus tard lorsque je vais parler de la manière de créer un scénario d'enquête, je suis pour qu'il y ait une structure dans un scénario d'enquête, mais ce n'est pas une structure qui prédétermine la narration et le sens de l'histoire. C'est plutôt la connexion entre les indices et la manière de découvrir un mystère, et ce n'est pas la même chose. Autre, je dirais, piège dans lequel on peut tomber, ou problème que l'on peut rencontrer dans un scénario d'enquête assez fréquemment, c'est lorsque les joueurs restent bloqués. L'histoire donc n'avance plus, l'enquête non plus, et le maître du jeu ne dit rien, n'intervient pas, il ne sait pas comment débloquer sans simplement donner la réponse.
et donc il n'ose rien dire parce que sinon il ferait une sorte d'incartade HRP, et il ne dit rien et ça bloque et il ne se passe plus rien, le soufflet retombe et l'enquête n'avance plus. Et ça, c'est un problème parce que ça va tuer le rythme à un moment et ça va nuire considérablement au scénario. Je ne dis pas qu'il faut absolument abolir toutes les phases de réflexion, je ne dis pas ça du tout, bien au contraire, mais il y a quand même une limite et à un moment, ça peut arriver à des joueurs d'être complètement bloqués. Surtout que les joueurs n'ont pas la même vision globale que le MJ, et dans un scénario d'enquête, les joueurs sont très vite bloqués, c'est plus facile qu'on le croit. Donc là, je ne vais pas proposer de solution tout de suite parce que j'en suggérerais. Je suggérerais des outils au maître du jeu pour résoudre cet épineux problème dans la partie que je vais dédier à la création elle-même et aux méthodes de création de scénarios d'enquête. Enfin un autre, enfin je dis enfin, mais il y en a encore plusieurs, lorsque la session devient un jeu d'analyse et d'étude de preuves, et que l'aspect histoire, et donc jeu de rôle dans un certain côté, passe à la trappe. On entre un peu dans du jeu de plateau où les joueurs vont vraiment étudier des documents, essayer de comprendre, se parler là-dessus, ça peut être très intéressant, mais vraiment il n'y a plus d'histoire à côté, on n'est plus que sur de l'enquête, presque du procédurier. Ça me fait penser d'ailleurs à un jeu de plateau que j'adore qui s'appelle Détective, je vous le conseille, c'est génial, surtout en réalité le premier, vraiment le jeu Détective, c'est un jeu d'enquête où on se partage des documents, on les étudie, on les lit, c'est très procédurier, mais autour d'une table c'est génial, mais ce n'est pas un jeu de rôle, même s'ils essayent d'insuffler quelques éléments de narration, il est vrai, et on se demande pourquoi d'ailleurs, parce que bah oui, le procédurier seul n'est pas aussi intéressant, donc même ce jeu de société essaye d'insuffler de la narration de l'histoire. Et on a certains scénarios d'enquête qui vont être tellement travaillés, qui vont être tellement pointus, pourtant je n'ai rien contre la difficulté, qu'on va se retrouver vraiment dans une session qui ne ressemble plus vraiment à du jeu de rôle. Si vous regardez un film et que vous passez la moitié du temps finalement à regarder des personnages qui s'échangent des documents et réfléchissent à la situation, ben vous allez vous ennuyer. Il n'y a plus d'histoire, il ne faut pas faire ça. Donc je vous conseille de ne pas surcomplexifier votre enquête lorsque vous la préparez. On est dans un jeu de rôle. La difficulté peut venir d'autres éléments que l'enquête elle-même. Elle peut venir des enjeux auxquels l'enquête va soumettre les personnages et des choix qu'ils auront à faire durant cette enquête. Donc la résolution du mystère n'est pas le seul enjeu de difficulté dans un scénario d'enquête. Gardez ça en tête, ça vous évitera justement de mettre trop de complexité qui pourrait mener justement à ce que votre scénario, votre séance devienne une séance d'analyse purement procédurière. Ensuite, autre chose qui est fréquemment utilisée par les maîtres du jeu dans les scénarios d'enquête sont les fausses pistes. Et principalement les fausses pistes qui ne mènent qu'à des murs sans conséquence, des murs qui ne mènent à rien réellement. Alors j'ai deux choses à vous dire sur les fausses pistes. D'abord, de manière générale, je les déconseille en jeu de rôle. Ça ne veut pas dire que je suis contre à 100% tout le temps, hein. Je vais apporter une certaine pondération à cela, mais c'est très risqué la fausse piste en jeu de rôle dans un scénario d'enquête. Je l'ai dit, les joueurs n'ont pas la vision globale du maître du jeu, et c'est parfois difficile pour eux, ils vont parfois bloquer sur des éléments qui semblent évidents au maître du jeu. Ça m'est arrivé dans des scénarios d'enquête où j'ai vraiment l'impression qu'il y a un panneau qui indique qu'il faut aller à tel endroit et les joueurs n'y vont pas. Tous les MJ connaissent ça à un moment. Et si vous rajoutez des fausses pistes, vous risquez vraiment de plomber votre scénario, de plomber vos joueurs, de les frustrer et de rendre les choses vraiment trop difficiles. Ils ont bien assez à faire avec le reste de l'enquête plus classique. Et souvent, les fausses pistes ne vont pas améliorer la qualité du scénario. C'est souvent une manière artificielle et souvent, à mon sens, oui je le dis maladroite, d'augmenter la difficulté d'une enquête. Quand on n'a pas réussi à créer cette difficulté autrement par les moyens, justement par la structure même de l'enquête. Donc on va mettre des fausses pistes et on se dit bah, si on n'en met pas, ça sera trop facile, il faut bien qu'il y ait une difficulté. La difficulté, on la travaille autrement, j'en ai un peu parlé précédemment. Les fausses pistes, ça va vraiment être une manière d'utiliser un peu trop son pouvoir de MJ pour duper les joueurs et augmenter la difficulté artificiellement, comme je le disais. C'est un peu traître en jeu de rôle, je trouve les fausses pistes. Maintenant, j'ai dit que j'allais apporter une certaine pondération à cela. Il y a des cas dans lesquels la fausse piste peut être utilisée. Il faut quand même y faire attention parce que je l'ai dit, ça va vraiment augmenter la difficulté. Mais la pire fausse piste pour moi, c'est celle qui, je l'ai dit, mène à un mur
et à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas avancer l'histoire, même négativement, et lorsqu'on atteint le mur, on ne peut plus avancer, il faut reculer et recommencer, et on a simplement perdu du temps. La fausse piste n'a servi à rien, et finalement on peut peut-être retomber d'ailleurs dans ce piège précédent que je décrivais, où la session devient un jeu d'analyse et d'étude de preuves, uniquement, du procédurier. Alors, si vous devez utiliser des fausses pistes, faites en sorte que lorsque les joueurs s'engagent sur une fausse piste, cela fasse avancer l'histoire d'une manière ou d'une autre. Cela génère quelque chose, une narration. Souvent, ça va être assez négatif. Peut-être que la perte de temps que ça génère va déclencher un événement du maître du jeu qui va nuire aux joueurs dans le cadre de l'enquête bien réelle qui a lieu. Le coupable va peut-être continuer à tuer, par exemple. Ou tout simplement, la fausse piste les mène sur quelque chose peut-être de secondaire, mais qui va les exposer à un problème. Imaginons qu'ils ont cru que voilà, il y avait une piste dans un entrepôt désaffecté parce qu'il y a du trafic d'armes qui s'y opère. Ils vont peut-être avoir une rixe ou une confrontation avec un gang là-bas, alors que ça n'a pas de lien avec l'enquête. Encore que peut-être que ce gang, lui, va avoir entendu parler de quelque chose et peut-être qu'ils vont quand même gratter une information. Donc c'est une fausse piste qui mène quand même à un indice d'une certaine manière. Vous voyez, on peut tordre les fausses pistes de cette manière, il faut les intégrer à la narration, à l'histoire. Là, elles peuvent être utiles, il faut juste les utiliser avec tact et avec parcimonie. Donc fausse piste, oui, mais de manière contrôlée, il faut que ça fasse avancer l'histoire. Allez, je pense qu'il y a encore deux pièges que je voudrais aborder et je pense qu'ils peuvent être liés, c'est même sûr d'ailleurs. Le premier, c'est le fait de proposer dans le cadre d'un scénario d'enquête un casting de personnages trop important. Un peu comme les fausses pistes, souvent le casting très large de personnages est un moyen, pas toujours, hein, je ne suis pas en train de proférer des accusations, hein, mais c'est assez fréquemment un moyen d'augmenter également artificiellement la difficulté d'une enquête en proposant donc un nombre de personnages de PNJ important, ce qui aura pour effet finalement de noyer les joueurs. Et non, noyer vos joueurs, c'est pas un gage d'une super enquête vachement compliquée. C'est nuisible au scénario de les noyer sans qu'ils puissent vraiment agir parce qu'il y en a trop. Dans une enquête, dans un scénario d'enquête, il n'y a pas besoin d'un casting très important pour que l'aspect enquête soit fascinant. Pensez à, on aime ou on n'aime pas encore une fois, mais pensez à Agatha Christie, dans ses livres, il y a souvent des huis clos avec assez peu de personnages. Enfin, on n'est pas sur des dizaines et des dizaines de personnages, et pourtant, ça vous tient un roman entier. Donc, ça vous tiendra largement un scénario. Inutile également de créer un historique ultra détaillé, ultra développé pour chacun des personnages présents. Parce que là, vous allez vraiment créer des choses qui ne vous serviront peut-être pas dans l'enquête. Et vous allez vous perdre vous-même. En réalité, vous allez perdre le fil de ce qui fait le sel de votre scénario, l'enquête ici, bien évidemment. Donc, ce que je vous suggère, c'est de créer les personnages qui sont importants pour l'enquête d'abord, avec comme descriptif, si vous préparez, si vous écrivez, avec les informations pertinentes pour cette histoire. Inutile de leur pondre tout un historique qui ne servira pas dans le cadre de l'histoire. Bien sûr, vous pouvez noter quelques traits comportementaux pour vous aider à les jouer lors du scénario d'enquête, c'est une évidence. D'ailleurs, je pense que créer le casting de personnages devrait se faire en même temps que vous préparez l'enquête elle-même, parce que c'est en préparant et en imaginant l'enquête, encore une fois on va aborder ça dans la seconde partie, que vous allez penser aux personnages qui sont impliqués, et donc vous allez les créer, et vous n'allez créer que les personnages qui sont utiles. Maintenant, évidemment, dans une enquête, c'est bien d'avoir quelques personnages qui ont un rôle secondaire, qui ne sont pas forcément directement liés à l'enquête, ça c'est clair, mais justement il sera temps, une fois le noyau de ce casting créé, de rajouter les seconds couteaux, après ça vous évitera d'en faire trop et d'en avoir toute une marée. Notez que ce piège dont je parle réellement ne concerne que les scénarios d'enquête indépendants, les one-shots qui ne s'intègrent pas à une campagne. Parce que là c'est différent quand vous êtes dans une campagne et que vous créez un scénario d'enquête intégré à cette campagne. Parce que là, vous avez déjà un casting de personnages qui peut être très large de par le fait que la campagne a déjà commencé depuis un certain temps et que donc il y a beaucoup de personnages dans le giron des personnages joueurs et qui peuvent donc être impliqués dans cette enquête. Donc là, ça n'est pas un problème. Surtout que les joueurs connaissent les personnages, se sont déjà familiarisés avec eux, ils ne seront pas noyés par le fait qu'il y en a beaucoup, car ils vivent avec eux depuis quelque temps dans la campagne. Donc là ce n'est pas un piège dans un tel cas.
ce n'est pas la même chose dans un scénario d'enquête indépendant, où là, les joueurs vont découvrir tout le casting. Alors s'il y en a trop, ils vont vraiment se noyer là-dedans. Et en plus, un scénario d'enquête indépendant va prendre moins de temps, et donc vous aurez moins de temps pour apprivoiser tout ça et pour intégrer tous ces personnages de manière utile. Il n'y a pas eu toute la construction d'une campagne. D'accord ? Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et donc ça me mène justement à l'erreur suivante, au piège suivant, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est le fait de créer un cadre au lieu de créer un scénario d'enquête. Évidemment, c'est intimement lié au casting de personnages aussi, puisque un casting de personnages fait partie du cadre. Mais j'essaye juste d'élargir. Donc dans un cadre, vous allez avoir des personnages, vous allez avoir des lieux, vous allez avoir des histoires, vous allez avoir des factions, des relations entre les factions, des motivations de factions. Et donc, je refais le lien avec ce que je disais précédemment, la création d'un cadre est tout à fait propice à une campagne. Et si vous menez un scénario d'enquête dans le cadre d'une campagne, sans mauvais jeu de mots, vous aurez déjà un cadre à disposition, comme je le disais, avec des lieux, des factions, et donc c'est normal qu'elles interagissent et qu'elles soient impliquées, il n'y a aucune critique là-dedans, tout va très bien. Parce qu'en plus, il y a des enquêtes qui vont pouvoir découler de ce cadre qui a été créé en amont, avant l'enquête. Mais pour un one-shot, c'est différent pour un scénario indépendant. Quand je dis one shot, c'est un scénario tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il dure une session. Qu'on s'entende, il peut durer 1, 2, 3 sessions. Après, c'est plus tellement un one shot, mais peu importe. C'est de la sémantique. Là, si vous créez un cadre avant de vous poser sur l'enquête, vous risquez de créer beaucoup d'inutiles. Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui relèvent quand je parle d'inutile. Ils pensent que je considère que le roleplay est inutile, que de peupler un monde et de le rendre vivant, c'est inutile. Ils pensent que je dis ça. Non, pas du tout. Mais il y a quand même, après, un niveau d'utilité par rapport à l'enquête, par rapport au reste. Ça sert à rien d'en avoir trop. Et donc, vous allez vous écarter du cœur du sujet, l'enquête, dans le cas présent. Et donc, les joueurs n'auront pas non plus le temps de se familiariser avec un cadre. Ils vont avoir une panoplie de lieux, de personnages, de dynamiques, de factions à comprendre. Et vous, dans la préparation, vous allez finalement vous risquer de poser un cadre certes intéressant, mais votre enquête risque d'être un peu faiblarde, d'être secondaire finalement par rapport au cadre, et vous risquez peut-être même d'être confronté à la première erreur que je mentionnais. Vous allez mettre une phase d'interaction avec votre cadre, vous allez considérer que l'enquête, c'est le fait d'interagir avec votre cadre. Et vous n'aurez pas forcément mis en place le fait que cette interaction va générer des indices qui vont faire progresser les joueurs. Vous voyez, vous risquez de tomber dans la première erreur. Donc, ce que je suggère pour cela, je ne nie pas le besoin d'un cadre dans un scénario d'enquête, mais je suggère quand même que la préparation de l'enquête, donc du sujet, soit prioritaire. Donc, pensez scénario. Souvent pour les campagnes on dit, et le conseil est très bien, Zoran de la chaîne La Table des Coups Cryptiques en a parlé, dans une campagne il faut peut-être s'écarter du concept de scénario et penser dynamique, cadre, et puis on aura des séances qui vont se succéder de manière organique. C'est très vrai. Ça l'est beaucoup moins dans un scénario d'enquête indépendant. Donc là, il ne faut pas hésiter, à mon sens, à penser scénario d'enquête et à se concentrer sur le fait de créer un scénario d'enquête avant de penser à créer un cadre. Et c'est en construisant votre scénario, je dis bien scénario d'enquête, que va naître un cadre, des lieux, des personnages qui seront liés à cette enquête. Vous voyez, le cadre découle du scénario d'enquête, alors que dans une campagne, souvent l'enquête va découler du cadre. C'est un ordre différent. Évidemment, comme précédemment pour les personnages et le casting, n'hésitez pas à étoffer ensuite le cadre quand la base, l'enquête est solidifiée. Ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas parce qu'on est dans un scénario d'enquête que le monde autour doit être insipide. J'en conviens parfaitement. Alors, certains vont me dire que créer un cadre, ça les inspire pour la suite. Et je ne peux pas vraiment contester ça. C'est vrai que quand on a un cadre, c'est peut-être plus facile de s'inspirer. Donc, soyez vigilants. Vous pouvez vous créer des ébauches de cadres qui vont vous inspirer. On peut le faire un peu dans ce sens-là. Mais je vous invite à la vigilance par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. C'est tout. Et ça va me permettre de faire la transition justement, parce que je vous parle de vous concentrer sur le fait que c'est un scénario d'enquête, donc de penser scénario d'enquête et de vous attacher à sa construction avant de vous attacher à la construction d'un cadre. Mais comment s'y prendre pour la construction? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer un cadre qui va vous permettre de penser le scénario d'enquête.
une sorte de boîte à outils plutôt qu'un mode d'emploi à suivre scrupuleusement et chronologiquement comme je vous l'avais dit. Et pour ce faire, pour vous livrer cette boîte à outils, ce cadre, je vais vous parler des 3 éléments qui sont à mon avis essentiels dans la conception d'un scénario d'enquête. Le noyau, la structure et les indices. Donc, commençons par le noyau. Quand je dis commençons, je suis assez littéral parce qu'en général, c'est le premier élément auquel vous allez réfléchir dans la conception de votre scénario d'enquête. Le noyau, en gros, c'est la réponse au mystère que vous allez soumettre à vos joueurs. Et ça peut être décomposé en plusieurs questions, comme par exemple, car ce ne sont que des exemples, tout simplement, qui a fait le coup, comment, pourquoi. Et ça, c'est à voir au sens large, parce que je sais qu'un scénario d'enquête, ce n'est pas forcément un coupable, un crime et un mobile. Il y a des choses qui peuvent être différentes, ça peut être une situation étrange si vous faites du fantastique, ou même pas forcément fantastique d'ailleurs. Ça peut être comprendre un problème qui est survenu, ça peut être trouver un antidote, retrouver une personne qui a été kidnappée, bref, c'est assez large. Donc on pourrait aussi imaginer d'autres questions, telles que qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment résoudre le problème. En d'autres termes, le maître du jeu doit absolument savoir ce qui s'est passé, ce qu'il y a donc à découvrir, avant même de déterminer comment cela peut être découvert par les joueurs, ça paraît évident. Et donc, vous allez devoir d'une certaine manière vous raconter une histoire, l'histoire de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. Alors vous me direz, peut-être que je me contredis par rapport à ce que j'ai dit. Lorsqu'on parlait des pièges, j'ai dit attention, dans la préparation des scénarios d'enquête, certains maîtres du jeu ont tendance à trop raconter l'histoire qui va se dérouler et donc l'enquête. Mais là, attention, je ne parle pas de la même histoire. Je ne parle pas de raconter l'histoire qui va se dérouler, l'histoire de l'enquête. Je parle de raconter l'histoire qui a mené à l'enquête. C'est-à-dire l'histoire qui rend l'enquête nécessaire. L'histoire qui s'est déroulée avant que ne commence la session avec vos joueurs. Donc c'est bien différent. Et là, effectivement, vous pouvez raconter cette histoire. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et ce qui rend la chose assez facile à ce stade, c'est que vous n'avez pas besoin, et je vous invite même à ne pas le faire, vous n'avez pas besoin de réfléchir au comment ce mystère peut être découvert. Ne vous posez même pas la question, vous vous mettriez un frein quant à l'élaboration de l'histoire que vous voulez livrer. Donc, pensez à ce qui s'est passé, donnez autant de détails que ce qui vous vient à ce moment-là, et vous allez utiliser cette histoire ensuite pour poursuivre la préparation de votre scénario sur les autres éléments. Maintenant, évidemment, ce n'est pas parce que vous commencez à travailler votre scénario à partir du noyau que celui-ci ne pourra plus être affiné et ajusté. Bien au contraire, à mesure que vous allez vous atteler aux autres éléments qui composent un scénario d'enquête, vous verrez que ça va vous inspirer pour faire des ajustements sur votre noyau, sur l'histoire qui s'est déroulée. Et vous verrez aussi que vous allez finalement travailler simultanément sur les différents éléments du scénario d'enquête que je vais vous proposer aujourd'hui. Ce n'est pas, encore une fois, un guide chronologique où on fait d'abord le noyau, puis la structure, puis les indices. Tout va se faire à peu près en même temps. On va faire un élément qui va donner une idée pour un autre, on va revenir à ce dernier, et ainsi de suite. Donc le noyau, lui, va sans doute évoluer. La toile de fond, l'histoire de fond va évoluer à mesure que vous préparez le scénario. En revanche, une fois que la partie est lancée, que le scénario a commencé, là le noyau ne doit plus jamais changer. Il demeure votre référence et il est le garant de la cohérence de l'enquête et de toute la structure que vous aurez mis en place par la suite. Il n'est pas question de changer le coupable en cours de route. Je sais qu'il y a certaines écoles en jeu de rôle qui font la promotion de ce style de jeu. Je ne suis pas là pour le critiquer, je dis juste que ça ne fait pas partie de la vision que j'ai du scénario d'enquête et pour laquelle je vous propose une boîte à outils aujourd'hui. Et pas là pour faire de l'émergence dans le scénario d'enquête. Justement, l'enquête est là pour être menée par les joueurs sans qu'ils aient un pouvoir de création sur la toile de fond. Ils vont plutôt la subir et essayer ensuite de la corriger, ou en tout cas d'en résoudre les mystères. C'est très important. Donc, une fois votre scénario finalisé, le noyau, le coupable, le mobile, tout ce que vous avez mis en place dans la toile de fond ne doit absolument plus changer. Gardez également à l'esprit que plus l'histoire de fond est riche, plus votre noyau est dense, plus l'enquête sera complexe à mener pour les joueurs. Donc à vous de déterminer justement le niveau de complexité que vous voulez pour votre enquête. Si l'enquête est vraiment le cœur de votre scénario, n'hésitez pas à faire quelque chose d'un peu complexe. Si l'enquête est un élément important,
des secondaires par rapport à un autre aspect, comme l'horreur, comme l'action, veillez peut-être à modérer la difficulté de l'enquête et donc la complexité de l'histoire de fond du noyau. D'un autre côté, plus votre noyau sera dense, plus l'histoire de fond sera riche, plus ce noyau constituera une source d'inspiration pour vous pour le reste de la préparation. Parce que forcément, ça vous fera matière dans laquelle puiser pour trouver des choses à découvrir pour vos joueurs. Donc c'est un juste milieu à trouver, un équilibre pour ce noyau, élément essentiel du scénario d'enquête. Maintenant, je vais vous parler de ce qui constitue le corps d'un scénario d'enquête, et non pas le cœur, à savoir la structure. Tout scénario d'enquête a besoin d'une structure pour être efficace. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui manque dans ce type de scénario, parce que beaucoup de maîtres du jeu se tiennent éloignés d'une structure, craignant que cela ne confine l'histoire à un cadre trop rigide, et donc que ça mène au dirigisme. Et pourtant, à mon sens, le résultat est souvent inverse de ce qu'on pense. Et c'est justement l'absence de structure à l'intérieur de laquelle naviguer qui tente à accroître le risque de dirigisme. Parce que le MJ n'ayant pas de vision d'ensemble, eh bien il est moins à l'aise et moins capable de s'adapter aux différentes idées des joueurs. Et puis, de toute façon, lorsque je parle de structure, je ne parle pas de prédéterminer le déroulement narratif du scénario de l'histoire qui va se dérouler autour de la table. C'est extrêmement important. Mais alors, justement, de quoi est-ce que je parle quand j'évoque la structure? Eh bien, je parle de créer un ensemble d'étapes connectées les unes aux autres et qui séparent la situation initiale du scénario de la résolution de l'enquête. En gros, il s'agit d'une toile plus ou moins complexe qui détermine comment les joueurs seront capables de progresser dans la résolution du mystère, tout en garantissant que ce processus se fasse en suffisamment d'étapes pour que l'enquête ne soit pas résolue en trop peu de temps. Sinon, il n'y a pas de scénario, évidemment. Et puis, avoir une structure, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre l'enquête, qu'il n'y a qu'une seule et unique voie à prendre. Et ça, je vais essayer de le démontrer au fil de mes différentes explications. La structure repose sur un principe simple dans un scénario d'enquête. Des indices doivent pouvoir être découverts et mener à d'autres indices, jusqu'à la résolution du mystère qui correspond à la compréhension du noyau dont nous venons de parler. Les molécules d'une structure sont les phases. Une phase, ça représente une situation, une scène, qui va permettre deux choses. D'abord, exposer les joueurs à de la narration, comme dans n'importe quelle autre partie de jeu de rôle. De l'action, du combat, des interactions sociales, souvent sous la forme d'interrogatoires, des énigmes, de l'exploration. Et les joueurs vont pouvoir résoudre ces situations, ces scènes, ces phases, et surtout, l'issue de ces phases, et ça c'est extrêmement important, n'est absolument pas prédéterminée. Là, on parle vraiment de liberté du joueur. C'est pour ça que dans un scénario d'enquête, ce n'est pas parce que vous avez une structure connectée à une toile qu'il y a du dirigisme. Parce que une fois dans ces phases, qui constituent finalement 95 voire 99% du temps de jeu, eh bien, lorsqu'on est dedans, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les joueurs sont libres, tout simplement. Et puis, bien sûr, dans un second temps, ces phases permettent de découvrir des indices qui sont disséminés à l'intérieur de ces phases. Lorsque vous préparez un scénario d'enquête, c'est une bonne idée d'imaginer quelles pourraient être les phases, sans même penser nécessairement aux indices, ni à l'ordre dans lequel vont se dérouler ces phases. Parce que des idées de phases vous seront facilement inspirées par le noyau, par l'histoire de ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. L'autopsie du corps pourrait constituer une phase évidente. Sinon, il pourrait y avoir l'interrogatoire d'un témoin, un témoin qui a vu le meurtrier s'échapper dans une Mercedes noire, mais le témoin se cache parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Ça, c'est une phase aussi. La scène du crime, c'est une phase. L'entrepôt loué au nom de la victime, c'est une phase aussi. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas d'ordre, il y a simplement des phases dont on se dit, par rapport à l'histoire, qu'elles pourraient receler des indices. Mais ces phases à elles seules, bien sûr, ne constituent pas une structure puisqu'elles ne sont pas connectées. Et donc, vous l'avez deviné, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les connecter entre elles pour créer la structure de l'enquête, en déterminant quelle phase mènera à quelle autre phase ou à quelles autres phases au pluriel.
grâce aux indices qui seront disséminés dans chacune de ces phases. Je pense qu'il peut être une bonne idée également de déterminer les connexions avant même de déterminer les indices qui seront à l'origine de ces connexions. Parce que connaître les connexions entre les phases va inspirer le type d'indice qu'on mettra dans ces phases. Par exemple, si vous déterminez que la scène du crime doit pouvoir mener à l'exploration d'un entrepôt, à une connexion, alors vous aurez peut-être l'idée de placer un acte d'achat de l'entrepôt dans la veste de la victime, qui est donc l'indice qui génère la connexion et qui va mener les joueurs vers l'entrepôt. Maintenant, cet ordre des choses n'est pas obligatoire dans la préparation, j'entends. Et parfois, ce sont les indices que vous inventerez qui vont vous donner des idées de connexion entre les différentes phases. Il n'y a pas de règle, et on en revient à ce que je vous disais, c'est une boîte à outils. D'accord ? Plus une structure d'enquête sera complexe, plus votre scénario sera long. Gardez-le également à l'esprit. Mais également, plus les joueurs auront l'impression d'évoluer dans un cadre d'enquête large sans en sentir les limites. Quoi qu'il en soit, à mon avis, vous devez toujours veiller à ce que la phase initiale ou la situation initiale du scénario et la phase finale de résolution, donc la compréhension du mystère, soient séparées par plusieurs étapes. Sinon, votre session ne fera pas de vieux os, évidemment. Pour illustrer tout ça, je voudrais vous présenter quelques exemples de structures de scénarios d'enquête. Encore une fois, ça ne sera pas une liste exhaustive, c'est vraiment pour illustrer mon propos et que vous compreniez bien ce que je veux dire, parce que c'est assez dense. J'espère d'ailleurs avoir été clair jusque-là. Donc c'est vraiment pour vous inspirer. Il existe, à mon sens, en tout cas j'ai choisi de les catégoriser comme ça aujourd'hui, deux types de structures pour les scénarios d'enquête. Les structures en séquence, avec des phases qui vont se suivre, et la structure ouverte. Il n'y a pas un type qui est meilleur que l'autre, il y a souvent des objectifs différents. Je vais commencer par vous présenter des structures en séquence. Je vais utiliser pour ça un support visuel assez rudimentaire, mais pour ceux qui écoutent en podcast, je vais essayer quand même d'être clair dans mes explications pour que vous puissiez comprendre si jamais vous ne bénéficiez pas du support visuel. Donc d'abord, vous voyez la première structure en haut de la liste, c'est une structure en séquence très linéaire. Une phase A, qui est la phase initiale, va contenir des indices qui prennent différentes formes, on y reviendra d'ailleurs sur ces indices. Et donc la phase A mènera à la phase B qui elle-même contiendra des indices, des situations, tout ça, on n'oublie pas la narration. La phase B mènera à la phase C et la phase C mènera à la phase D qui dans mon exemple est la dernière phase et donc la phase de résolution du mystère et de résolution de l'histoire, quelle que soit cette résolution d'ailleurs. Donc c'est une structure linéaire, très simple. Il ne faut pas pour autant s'en détourner, même si elle paraît simple, elle est parfaitement adaptée à des maîtres du jeu débutants de manière générale ou sur les scénarios d'enquête. Et elle est même très adaptée à des phases d'enquête qui sont intégrées à des scénarios ou des campagnes qui ne reposent pas principalement sur l'enquête, lorsqu'on ne veut pas que ça prenne très longtemps. Dans ces cas-là, il vaut mieux une structure simple pour que la phase d'enquête ne soit pas interminable. Maintenant, gardez à l'esprit que cette linéarité apparente de la structure, et d'ailleurs même pas qu'apparente, elle est véritable, est un leurre par rapport à ce que va être l'histoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire ne sera pas forcément linéaire, et vous pouvez très bien avoir un scénario à structure séquencée très linéaire comme ça, et que ce scénario se déroule complètement différemment d'une table à l'autre, si vous les faites jouer à plusieurs tables. Pourquoi ? Parce que l'essence du jeu, la majorité du temps de jeu sera passée, d'ailleurs la totalité en réalité, dans les phases. Et les phases présentent des situations dont l'issue n'est absolument pas prédéterminée. Donc ne soyez pas rebutés par la simplicité de cette structure, elle peut être très utile et ça ne veut pas dire que vous aurez un scénario dirigiste. La deuxième structure que je vais vous présenter, elle se trouve donc juste en dessous. Alors là, vous avez une situation initiale, une phase initiale qui est A, et immédiatement les indices que l'on peut trouver en A vont mener à la phase B, mais aussi à la phase C et aussi à la phase D. Donc ça fait tout de suite beaucoup plus de possibilités pour les joueurs qui vont pouvoir attaquer ces différentes phases dans l'ordre qu'ils le souhaitent, en fonction des indices qu'ils ont trouvés ou de ce qu'ils préfèrent tout simplement. Ensuite, vous avez la phase B et la phase C qui vont toutes les deux mener à la phase E. En revanche, la phase D, qui était une des trois possibilités initiales, va mener à une phase encore différente, la phase F. Et au final, la phase E et la phase F vont toutes les deux mener à la phase G,
qui est la résolution du mystère. Pour autant, en fonction du chemin qui a été emprunté par les joueurs, la manière dont se résolvera la phase G peut être complètement différente. Donc vous avez une structure bien définie qui, encore une fois, ne signifie pas que l'histoire sera prédéterminée et très clairement définie. C'est ce qui est justement très intéressant. Et puis là, on va évoluer en complexité pour vous montrer une structure en séquence également, mais plus complexe encore. Là, vous avez une phase initiale A qui va mener à deux phases, la B et la C. Et à partir de la B, vous allez pouvoir aller jusqu'à la phase D ou la phase E. Alors que la phase C vous emmènerait à G ou F. Pour autant, c'est la phase E et la phase G qui vous mèneront toutes les deux à la phase H, alors que ces deux phases précédentes étaient générées par d'autres phases, des phases différentes. J'espère que vous me suivez toujours. Si vous avez le support visuel, c'est plus simple. La phase D et la phase F vont mener à la phase I. Et pour autant, la phase H et la phase I vont vous mener toutes les deux à la phase J, qui, elle, mènera quoi qu'il arrive à la phase K, qui est la dernière phase, la phase de résolution. Et encore une fois, en fonction du chemin qui a été parcouru, en fonction des embranchements, en fonction de la manière dont les phases ont été résolues, eh bien votre scénario prendra une forme complètement différente et la résolution est totalement imprévisible. En tout cas, dans les grandes lignes. Voilà pour les exemples de structures en séquence. Maintenant, je vais vous en présenter un dernier exemple. C'est la structure ouverte. La structure ouverte, vous avez une phase initiale, la phase A comme d'habitude, et à partir de la phase A, toutes les autres phases sont immédiatement disponibles. Il n'y a pas d'étape. Les indices ou la situation, peu importe, qui sont en phase A, permettent dès le début d'accéder à toutes les autres phases. A mène à B, A mène à B, A mène à C, A mène à D, A mène à F, A mène à E. C'était pas dans l'ordre là, mais peu importe justement car il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas du tout d'ordre, d'où le terme structure ouverte. Elle paraît également très simple, et moi j'adore ce type de structure qui est particulièrement efficace en huis clos, quand on est donc dans un lieu confiné, notamment avec un certain nombre de pièces. Parce que dans un cas comme ça, effectivement, chaque phase sera souvent associée à un lieu, ce qui n'est pas toujours le cas dans un scénario d'enquête, je l'ai déjà dit, une phase c'est pas juste un lieu en général, mais là ça peut l'être. C'est également efficace justement quand on explore un lieu avec beaucoup de pièces, et là chaque pièce va constituer une phase et l'ordre dans lequel on va explorer les pièces et donc découvrir les indices aura un impact sur le déroulement de l'histoire et donc la résolution de l'enquête. Par exemple, si vous êtes allé en B et que vous avez réussi à vous y faire un allié, peut-être que cet allié vous sera utile lorsque vous irez en D. D'un autre côté, si vous êtes allé en D en premier, vous aurez peut-être plus de difficultés parce que vous n'avez pas d'allié. En revanche, vous allez trouver une preuve qui aurait été détruite si vous étiez allé en D plus tard. Vous voyez, on peut tout imaginer grâce à ce type de structure. Si vous voulez même aller plus loin, il est tout à fait possible d'avoir une structure globale de votre scénario complexe en séquence, mais que l'une de ces phases, par exemple la B dans mon exemple précédent, constitue à elle seule une sous-structure ouverte. Si par exemple dans la phase B vous explorez un manoir, là on peut rentrer dans une sous-structure où le manoir lui-même devient une phase avec une structure avec ses différentes phases propres. Et là vraiment on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais vous voyez comment on peut jouer avec ces différents outils. On en revient à l'idée de boîte à outils pour la conception d'un scénario d'enquête. Donc voilà pour les quelques exemples. Maintenant, petite parenthèse, rassurez-vous, toutes ces structures, ou cette structure que vous allez vous-même mettre en place pour votre scénario, c'est une aide pour vous repérer, c'est un cadre, mais pour les joueurs, lorsque vous allez lancer la partie, c'est totalement transparent. Là, c'est vrai que quand j'en parle, je dis A, B, C, D, E, c'est très mécanique, très procédurier. En jeu, vous ne verrez que la narration. Si par exemple en phase A, le joueur trouve l'acte d'achat de l'entrepôt dont je parlais dans la poche de la victime, il va tout simplement dire « bon, on va se rendre dans cet entrepôt et voir ce qui s'y trouve ».
point. La transition vers la phase, il n'y a pas de terme utilisé, phase A, B, C. D'ailleurs, vous les nommerez sans doute pas par des lettres, vous leur donnerez des noms évocateurs pour vous repérer mieux vous. Mais en jeu, tout ça est imperceptible, cette structure-là. Donc ne soyez pas apeurés par le lexique un peu technique de ces structures. Bien, maintenant on va aborder un dernier aspect, le dernier élément fondamental des scénarios d'enquête, ce sont les indices. Parce que votre scénario d'enquête et votre structure ne sont rien sans ces indices. Si les phases dont on parlait forment les molécules de votre scénario, les indices en sont les atomes. Et lorsque les personnages joueurs trouvent ces indices, eh bien ils leur permettent de débloquer de nouvelles phases, comme on l'a vu, et donc de progresser vers la compréhension du noyau, et donc vers la résolution de l'enquête, quelle que soit la forme que prendra cette résolution en fonction de leur choix, évidemment. Un indice, ça prend une forme particulière. Ça peut être une carte de visite, ça peut être l'acte d'achat dont je vous parlais, ça peut être un témoin, ça peut être une situation, une anomalie sur le corps de la victime, qu'on peut d'ailleurs trouver lors d'une phase d'autopsie, l'autopsie étant une phase, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Et il convient de disséminer des indices dans chacune des phases de votre structure. Mais j'aimerais vous donner quand même une astuce importante. Avant de penser à l'indice lui-même, à sa forme, pensez d'abord à l'information qu'il est censé donner, ou aux informations que vous souhaitez que les joueurs trouvent dans telle ou telle phase. Je différencie donc information et indice. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je différencie information et indice? Eh bien tout simplement parce que plusieurs indices peuvent donner la même information. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il peut y avoir des indices qui sont disséminés dans des phases différentes et qui vont quand même pouvoir donner la même information. D'accord? C'est d'ailleurs préférable pour éviter les blocages. On parlait des blocages dans les pièges à éviter et les situations qui sont stagnantes. Si un groupe de joueurs ne trouve pas l'indice unique indispensable à l'avancement, eh bien on se retrouve dans un blocage. Donc il peut être bon de garder en tête la fameuse règle des 3 indices qui dit que pour une même information, il faudrait qu'il y ait 3 indices qui donnent cette information. Alors, on n'est pas obligé de respecter scrupuleusement la règle des 3 indices, c'est plus un indicateur pour que vous gardiez en tête le fait qu'il faut en donner plusieurs pour une même info. Donc, décidez quelles informations vous souhaitez que chaque phase ait le potentiel de donner aux joueurs, et ensuite seulement décider de la forme que prendront ces informations, et donc quels indices vous allez disséminer pour donner cette info. Connaître l'information va aussi vous inspirer la forme qu'elles vont prendre, donc les indices. Une même information peut d'ailleurs se retrouver, je vous l'ai dit, dans plusieurs phases, mais être transmise par un moyen différent. Je vous donne quelques exemples. Une carte de visite perdue disséminée dans une phase peut mener à une information, et un témoignage d'un PNJ dans une autre phase peut mener à cette même information. Ça, c'est important de le garder en tête. Maintenant, je voudrais vous proposer plusieurs types d'indices dans lesquels un maître du jeu peut puiser pour développer son scénario d'enquête, et donc divulguer des informations. On va avoir l'indice automatique. L'indice automatique, il est donné sans jet de dés lors de l'arrivée sur une phase, parce que l'observation est évidente, parce que cette information, cet indice est donné dans la description d'une scène. Certains maîtres du jeu rechignent à donner des indices automatiques, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur, ça ne veut pas dire que votre scénario, votre mystère sera résolu d'un claquement de doigts, surtout si vous choisissez bien sûr judicieusement les indices qui seront donnés automatiquement. Pas que vous donniez la réponse, la solution à l'intrigue par un indice automatique dans la première phase, évidemment. Donc n'hésitez pas à en donner, moi je le fais fréquemment. Il y a aussi l'indice qui récompense la démarche spécifique d'un joueur. Si le joueur a une bonne idée, eh bien, même sans jet de dés, il va pouvoir gagner un indice, et donc une information. S'il dit, écoutez, j'ai trouvé cette boîte sous le lit, j'aimerais vérifier qu'elle n'a pas un double fond. Si effectivement il y avait un double fond et que vous auriez normalement demandé un jet de dés s'il observait simplement la boîte, là parce qu'il a clairement eu l'idée spécifique, eh bien donnez-lui l'indice, l'information, il trouve le double fond sans jet de dés.
Et puis il y a bien sûr l'indice qui nécessite un jet de dés. Alors j'ai vu beaucoup de maîtres du jeu qui faisaient systématiquement jeter les dés pour trouver des indices. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. N'hésitez pas à utiliser des indices automatiques. Mais bon, bien sûr, régulièrement on peut faire appel à des jets de dés. Mais dans le cas d'un indice qui nécessite un jet, cet indice ne peut pas être le seul moyen d'accéder à une information et potentiellement à une autre phase. Parce que sinon, s'il y a un échec, qui est quand même aléatoire sur un jet de dés, eh bien le personnage ou les personnages seront bloqués. Et finalement cet indice ne sera jamais découvert. Sauf si bien sûr vous avez prévu d'autres indices pour la même information, je l'ai déjà dit. Mais on ne sait jamais, attention, s'il faut des jets de dés pour tous ces indices-là, et qu'ils échouent tous, vous risquez aussi de vous retrouver bloqué. Donc attention là-dessus. L'autre solution, c'est de faire un jet de dés, mais que l'échec au dé ne prive pas le personnage d'obtenir l'indice. Il peut très bien obtenir cet indice, mais subir une conséquence. Là, on arrive sur le oui mais. Le oui mais étant une pratique très courante en PBTA. Oui, je les cite parfois positivement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo des imagitateurs sur le sujet. Voilà donc 3 types d'indices. Et puis, il reste un type d'indice. Mon type fétiche. Le dernier type d'indice, c'est vraiment le meilleur outil du maître du jeu dans un scénario d'enquête. Le joker absolu pour garder un équilibre entre la difficulté de l'enquête et la fluidité de l'histoire. Souvenez-vous en intro quand on parlait de cet équilibre-là. C'est l'indice flottant. Et d'ailleurs, je pense que je devrais plutôt le nommer l'information flottante. Il s'agit d'une information qui, même si vous l'avez prévue sous une certaine forme, donc sous un certain indice, eh bien cette information peut sur le moment être déplacée et prendre une forme différente. Par exemple, l'amant de la victime peut être découvert grâce à un témoignage, mais si un joueur a la bonne idée de demander spécifiquement s'il trouve un carnet d'adresses dans le bureau de la victime, eh bien le maître du jeu peut décider de dire qu'un cœur est dessiné près d'un numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier, lui-même collé à l'intérieur du carnet. Alors oui, je sais, je suis un ringard, il n'y a plus de carnet d'adresse ou de numéro de téléphone maintenant, mais bon, peu importe. Vous n'aviez pas prévu ça, cet indice n'était pas du tout dans les possibilités, l'amant ne pouvait pas normalement être découvert comme ça, mais peu importe. L'idée est bonne, et donc vous déplacez l'information et vous la livrez sous la forme d'un indice qui prend une forme différente. L'information flottante, ça permet au maître du jeu de réagir et de récompenser les bonnes idées des personnages joueurs, d'improviser lorsqu'il fait face à des idées qui sont cohérentes et auxquelles il n'avait pas pensé, ou même d'accélérer le jeu en donnant plus d'informations dans une phase, plus que prévu, en déplaçant une information d'une phase à l'autre. Une information qui aurait pu être découverte en phase C, si le joueur a une excellente idée en phase B et que ça semble cohérent, mais n'hésitez pas à déplacer l'information qui est en phase C sur la phase B. Ce n'est pas du tout un problème, bien sûr, sous une forme différente. Je vous donne un autre exemple. Un joueur qui réussit particulièrement bien son jet lors d'un interrogatoire musclé va peut-être bénéficier d'une info supplémentaire et disons que le témoin va lâcher une information supplémentaire que le maître du jeu n'a qu'à aller puiser dans une autre de ces phases, ou tout simplement transférer l'information d'un indice de la même phase sur ce témoin, pour accélérer, non pas une accélération dans une optique d'optimisation, mais une accélération en guise de récompense pour la réussite critique du personnage joueur. Et l'intérêt, c'est que ça favorise l'improvisation, parce que au lieu d'inventer, le maître du jeu va pouvoir déplacer ses indices. Ça va lui permettre de réagir beaucoup plus vite. Et donc, souvenez-vous, quand je vous parlais des structures et de la peur de certains MJ d'avoir des structures dans les scénarios d'enquête par crainte du dirigisme, et bien vous voyez que vous avez plein d'outils pour réagir et pour vous adapter, la structure étant un point de référence, un cadre qui vous met à l'aise. Il y a plein de moyens de s'adapter aux situations et aux réactions inattendues et intelligentes des joueurs. Notez que un indice flottant peut être défini comme tel dès le départ, pas de souci dans votre préparation, mais pas forcément. Avec l'expérience, tous les indices, ou plutôt toutes les informations, peuvent devenir flottantes, même si évidemment certaines s'y prêtent beaucoup moins que d'autres lorsqu'elles sont particulièrement liées à un personnage ou à un lieu par exemple.
Donc là, on a abordé les 3 éléments essentiels d'un scénario d'enquête, le noyau, la structure et les indices. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une cerise sur le gâteau. C'est le compte à rebours. Il n'est pas utile que pour les scénarios d'enquête d'ailleurs, mais à mon avis pour les scénarios d'enquête, il a une utilité toute particulière parce que lors d'une enquête, il y a des réflexions, des interrogations qui peuvent s'éterniser entre les joueurs. Les joueurs d'ailleurs peuvent ne pas se sentir pressés dans la résolution d'une enquête. Et même si j'ai déjà eu la discussion, il y a des joueurs qui adorent discuter pendant 2 heures et le MJ laisse faire. Si vous avez envie de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais souvent, le soufflet retombe. Et même quand les joueurs ne vous le disent pas et font les efforts, à un moment, eux-mêmes sont essoufflés, ils voudraient que ça avance. Et dans l'absolu, ça peut être un peu frustrant quand les personnages pourraient choisir d'arrêter l'enquête. Si les joueurs sont de bonne composition, ils ne le feront pas. Mais c'est toujours bien quand les personnages ont eux aussi une raison de ne pas arrêter l'enquête. Et par conséquent, il est bon que le MJ puisse rythmer la partie en faisant intervenir des événements qui sont liés à la non-résolution de l'enquête, pour faire monter la pression. Si l'enquête traîne, si ça prend trop de temps, eh bien il pourrait y avoir des meurtres supplémentaires. Jusqu'à un point même où l'une des victimes pourrait être une personne proche des joueurs. Ou encore, autre exemple, le poison qui a contaminé les personnages joueurs au début du scénario pourrait faire de plus en plus effet. Il pourrait y avoir des symptômes de plus en plus graves si le cœur du mystère est de rechercher un antidote, par exemple. Ou alors, un être cher qui a été kidnappé, et donc qu'on essaye de retrouver, c'est là le but de l'enquête, est menacé, et donc une partie du corps de cette personne chère est coupée régulièrement et envoyée par colis au domicile de l'un des personnages joueurs, par exemple. Et ça va tout de suite faire monter la tension, ça va leur donner une raison de se presser un peu dans l'enquête, de prendre des décisions, et ça va véritablement relever toute l'enquête et l'épicer. Bon, vous pouvez le constater, le sujet est dense, très dense, et je ne vais donc pas résumer tout ce qui a été dit en guise de conclusion comme je le fais habituellement. Je vais plutôt terminer en pondérant quelque peu le système de création de scénario d'enquête que je viens de vous proposer, la boîte à outils. Rappelez-vous que je vous soumets donc un cadre plutôt qu'une méthode à suivre, je l'ai déjà dit, je le redis, et c'est d'ailleurs clair que lors de votre préparation, vous ne finirez pas de préparer chaque élément avant d'aborder le suivant, mais chacun d'entre eux vous inspirera les autres et vous allez alterner entre chacun des éléments. Et le développement complet de votre scénario va se faire de manière organique. Et puis, de la même manière que lorsque vous vous entraînez en sport de combat, par exemple en boxe, vous pratiquez des combinaisons et des enchaînements qui sont bien propres et qui vont ressortir de manière bien plus aléatoire lors du combat. Vous n'allez jamais appliquer vos combinaisons de manière bien propre telles que vous les avez pratiquées, en général. Eh bien c'est pareil là, vous ne préparez jamais un scénario d'enquête exactement comme votre méthode fétiche le suggère. En revanche, disposer d'un cadre de référence, d'une méthode, d'éléments à garder en tête, d'un cadre à l'intérieur duquel évoluer, va vous aider à considérer certains aspects importants lors de la préparation d'un scénario d'enquête, et c'est véritablement l'objectif de cette longue vidéo que de vous donner ces points de référence. Et donc en guise de conclusion de la conclusion même de cette vidéo interminable, je dirais qu'après toutes ces considérations techniques dans l'élaboration d'un scénario d'enquête, il ne faut pas oublier que votre scénario ne sera jamais aussi réussi que si vous proposez autre chose que de l'enquête, que ce soit de l'horreur, du fantastique, du drame, de l'humour même, en association avec votre enquête pour lui donner du corps, du cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo déjà sera claire parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'était un gros morceau pour moi à préparer, donc j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie de poursuivre la discussion, rejoignez le Discord, je mets le lien en description et on pourra parler de scénario d'enquête. Et sur ces entrefaites, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.